Bonjour à tous, ici Nicolas Claudel et tout d'abord, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'experts du mardi. Je tenais à remercier tous ceux qui sont présents et qui continuent à nous suivre chaque semaine. Alors comme vous le savez déjà, on a choisi de se réunir tous les mardis matins afin de concevoir ensemble un exemple de rapid learning avec VTS Editor. Ce mardi, nous avons choisi d'aborder un sujet un peu particulier. Nous allons réaliser un quiz d'évaluation ou de certification. C'est vrai qu'on traite peu souvent la réalisation de certifications ou d'exercices de validation et qu'on parle plus souvent d'apprentissage ou d'entraînement. C'est pourtant un sujet tout à fait primordial dans les utilisations de Virtual Training Suite. Alors, pour l'exercice d'évaluation d'aujourd'hui, on a choisi d'aborder une thématique qui est tout à fait importante, celle du design, du graphisme dans VTS Editor. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis aujourd'hui accompagné de Laura Maillodan. Laura, bonjour, comment vas-tu? Ah, Laura, on entend. Problème de son? Bonjour, Oui, bonjour Laura, comment vas-tu? excuse-moi. Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément dans l'audience, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Cirrus Factory? Alors oui, alors je m'appelle Laura Mailledon, je suis designer UX chez Service Factory depuis 2 ans et demi environ. Mhm. Et je travaille à la fois sur les projets en réalisant les interfaces des mini-jeux et l'habillage du contenu, ainsi que sur la Virtual Training Suite en travaillant essentiellement sur de l'interface et de l'ergonomie, c'est-à-dire travailler sur l'amélioration de nos produits comme VTS Perform, VTS Player ou bien VTS Editor. Et pour cela, en fait, je réalise des maquettes, des prototypes et je fais tester tout ça en test utilisateur pardon, pour vérifier que tout ça fonctionne bien. D'accord. Alors, quand tu parles des tests utilisateurs, c'est quoi exactement les tests utilisateurs pour ceux qui sont dans l'audience et qui ne savent pas? En fait, Pour nous, c'est Cirrus Factory. des tests qu'on réalise dans nos locaux, ou bien via Skype avec nos clients, donc peut-être vous. Et, euh, et en fait, c'est pour avoir vos retours et votre perception de notre produit. Mhm. Et peut-être que d'ailleurs, vous avez déjà eu l'occasion de participer à l'un de nos tests. Et si jamais vous souhaitez y participer, moi, je vous invite à envoyer un mail à Service Factory ou à Nicolas, Tout car à fait. on en réalise assez souvent. Tout à fait. Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, puisque dès qu'on propose des améliorations de VTS Editor, de VTS Player, de nos produits au sens large, on invite systématiquement nos clients ou les gens qui nous suivent régulièrement à, à tester les propositions qu'on a. Et ça nous permet d'ajuster par rapport à leur prise en main de l'ergonomie, des choix qu'on a fait, et de faire les dernières modifications avant de sortir le produit au public. Ça, c'est quelque chose qui est très apprécié et qu'on va continuer. Alors, Laura, tu pourrais nous expliquer un petit peu plus le design, le graphisme. C'est quelque chose qui est important dans le domaine de la formation, alors avec VTS Editor en particulier. Alors oui, parce que en fait, du coup, le graphisme, ça permet d'avoir un meilleur souvenir si l'expérience est visuellement impactante. En Mhm. plus, c'est toujours plus agréable de réaliser son expérience si celle-ci elle est plus fluide et plus claire. Et c'est souvent avec le graphisme et l'ergonomie qu'on peut réaliser tout ça. Ça renforce l'immersion, en plus de la qualité du contenu du module. C'est vrai que le visuel va contribuer à cette immersion et à mieux assimiler le message. Tout à fait. Alors dans le cadre de la gamification, dans le cadre de la scénarisation, nous, Cirrus Factory, on fait ce qu'on appelle de l'immersive learning. On cherche à immerger le plus possible les apprenants. Et pour ça, il y a plein de techniques. Le graphisme en fait partie et c'est un point fondamental. On a tous été confrontés à un jeu vidéo ou à un film où on s'est dit, oh, alors là, paf, d'un coup, je suis immergé dans le truc. Et ça y participe. On a abordé par le passé dans des autres rendez-vous d'experts d'autres thématiques comme le son qui sont aussi importants, la scénarisation qui va être aussi importante, le rôle des personnages. Et en fait, tout ça, ce sont en fait une petite panoplie de compétences qui doivent être le couteau suisse du concepteur. Et on va parler aujourd'hui du design. Alors, sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais rentrer dans un projet et on va travailler ensemble, Laura, à définir ce qu'on va faire comme certification, entre guillemets, sur du graphisme dans VTS Editor. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Je vais venir, moi, positionner des post-it sur l'écran pour qu'on sache quelles vont être finalement les différentes thématiques, différentes questions qu'on va poser à l'apprenant et qu'on va évaluer.
Alors ça, c'est quelque chose qui serait remonté dans une plateforme, soit sur VTS Perform qui est la nôtre, soit sur le LMS d'un client. Pour ceux qui connaissent pas, LMS, c'est Learning Management euh, System. C'est une plateforme de formation qui permet de remonter des statistiques pour suivre des apprenants, regarder leurs compétences, leur donner accès également à des parcours de formation. Et nous, ce qu'on est en train de réaliser, c'est quelque chose qui va valider un parcours de formation. Donc sur la thématique du design, Laura, quelles sont les grandes thématiques que tu peux aborder? Eh bien, on pourrait parler de l'accentuation, c'est-à-dire savoir si les éléments sont bien placés, lesquels sont les plus importants à mettre en avant. Okay. Accentuation. On pourrait parler de l'alignement, c'est-à-dire si le texte est, est bien aligné, justement, si les boutons sont bien positionnés. Ok. On pourrait aussi parler de l'optimisation et des formats. C'est quelque chose de relativement important, surtout dans VTS, pour l'import des images et comment les enregistrer. Ok. Ça pourrait être intéressant aussi de parler de la cohérence graphique, c'est-à-dire... très très grand sujet celui-là. Celui-là, il y aura beaucoup de choses à dire. Cohérence graphique. Ouais. On pourrait parler de la signification des couleurs. C'est vrai que souvent, on peut se demander à quoi correspond quelle gamme de couleurs. Et c'est vrai que dans la création d'un univers, c'est toujours intéressant d'avoir une bonne palette. Très intéressant. Je pense que pour pas mal de personnes de l'audience, c'est un sujet qu'ils ont peu abordé s'ils n'ont pas comment dire, le background de graphisme que toi tu as, Laura. Alors nous, on a eu l'occasion de travailler un peu ensemble par le passé, donc c'est des choses avec lesquelles on est familier. Mais c'est vrai que pour notre audience, ça peut être nouveau, donc ça va être très intéressant d'avoir comment dire, ton regard d'expert sur tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais, que tu penses qui sont importantes Euh, dans le cadre de VTS? je pense qu'on pourrait aussi parler de la typographie. C'est vrai que c'est toujours Mhm. important de savoir quelle police d'écriture on peut choisir pour faire passer un message. Mhm. Ouais. Et ensuite, on pourrait parler de l'affichage des éléments, c'est-à-dire comment est-ce qu'on affiche les éléments qu'on veut sur une interface lors d'un mini-jeu ou tout ça. D'accord. Peut-être par Pour exemple, c'est justement quoi? C'est revenir leur sur... position, leur taille, des choses comme ça? c'est ça, position, taille, ce qui permet en fait l'immersion dans le jeu. Tout à fait. Alors, parlons un petit peu maintenant de la forme que va prendre certification qu'on va faire sur le graphisme dans VTS. Nous, on va prendre le temps d'aborder chaque sujet, notamment pour pouvoir expliquer à notre audience et peut-être à moi aussi qui ne suis pas expert du graphisme, qu'est-ce qui est important pour chaque sujet et comment on va évaluer ce sujet-là. Tout ça, en fait, ça va se dérouler au sein de la même scène dans VTS Editor, sauf peut-être cas particulier où on ferait un mini-jeu dans lequel on change d'environnement. Ici, donc, vous allez, chaque point qu'on a abordé jusqu'à présent avec Laura, ça va être représenté sous forme d'une question, d'un quiz, d'un QCM, une autre forme de quiz, très rapide, et on n'a pas ici l'objectif de former la personne, mais de l'évaluer, donc de savoir si elle connaît ou comprend la partie importante. Donc, en fait, je vais aller prendre tous ces éléments-là, le dernier aussi, et je vais les mettre à l'intérieur de ma première scène. On va se lancer directement dans le quiz, et pour le moment, je vais prendre un fond neutre, qui va être celui de Cirrus Factory. Alors neutre, il n'est pas particulièrement neutre, mais il est unique. Alors, prenons le premier sujet, l'accentuation. Laura, pour toi, qu'est-ce qui est important dans l'accentuation? C'est vrai que par exemple, lorsqu'on réalise une petite pop-up qui demande de renseigner un mail, par exemple, c'est vrai qu'on va vouloir mettre en avant le titre, par exemple, savoir quelle est la consigne et surtout bien pouvoir repérer un bouton de validation ou ce genre de choses. Mhm. C'est vrai qu'en fait, la disposition des éléments dans une petite fenêtre est tout de suite important parce que c'est là où, Je donne un exemple. on... Voilà. Ça, c'est un exemple qui n'est pas forcément idéal. Oui, voilà, là par exemple, on a du mal à lire, on ne sait pas trop où est-ce que ça commence, Voilà. Et je vais aller et c'est tout de suite un peu plus confus. un deuxième. Et pour que l'audience puisse suivre, voilà, si on fait, voilà, je vais passer de l'un à l'autre. Ça, c'est avant.
passer après. C'est tout de Et suite plus voilà, là clair. par exemple, c'est tout bête, mais on a juste justifié le texte et tout de suite, et ben, les puces sont bien alignées, on arrive à peu près à savoir où commence une phrase, où finit une phrase, il n'y a pas de mots isolés. Mhm. Tout à Donc ça, fait. c'est vrai que Tout c'est à un fait. petit Alors, tips, mais exactement. Voilà. Mais ça peut être quelque chose qu'on évalue de façon toute simple. Pour l'apprenant, là, je l'ai fait dans une zone cliquable pour que l'audience puisse le voir. Toi, pareil, hein, Laura, tu vois l'écran également. mhm. Et en réalité, ici, on va tout simplement faire un quiz. Alors, pas forcément un quiz list, parce que c'est des images qui vont nous intéresser, mais plutôt un quiz gris dans lequel je vais venir positionner les deux images et je vais demander à l'apprenant de choisir de ces images, une question qui est laquelle de ces images a, est la plus pertinente. Et là, tout simplement, il y aura soit celle-ci qui va être choisie par l'apprenant. Alors, ce que vous pouvez voir dans cette interface, c'est que déjà, on a la notion de score qui est envisageable. On peut directement en haut ici choisir un score pour chacun des choix et l'apprenant n'aura qu'un seul des choix à choisir. Cette partie score, on va le garder pour un petit peu plus tard parce qu'on va faire une passe globale sur le score. Donc pour le moment, on va se cantonner à il n'y a pas de score sur ces éléments-là. On viendra faire ensuite une passe pour savoir quelles sont les bonnes réponses de chaque question et on fera voilà, le total des scores. Voilà pour cette première question sur l'accentuation. Tu avais je crois, un deuxième exemple d'accentuation. Ça peut être quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Alors, je donne voilà, un exemple sur cette invitation au webinaire d'experts. On a là un exemple. Qu'est-ce qui ne va pas sur cette image, Laurent? Bah là, par exemple, ce qui va pas, c'est qu'on voit que le titre est tout petit, il est un petit peu perdu, alors que c'est là-dessus qu'on veut insister, puisque c'est le but de cette pop-up. Mhm. Le texte du milieu est un petit peu trop gros, du coup, parce que c'est vrai que comme le titre est perdu quelque part, on a du mal à savoir. Derrière, on peut à peine apercevoir une image, alors on la voit sans la voir, donc c'est vrai que c'est un petit peu confus aussi. Le bouton s'inscrire qui est en rouge et qui fait pas forcément véhiculer le message de quand je clique dessus, c'est positif. C'est vrai Mhm. que souvent le rouge, c'est associé à l'annulation ou à une erreur ou à tout ça. Ok. Donc c'est vrai que dans toute cette pop-up, c'est plein de messages contradictoires. On en parlera du rouge sur le bouton parce qu'on a prévu un post-it exprès pour parler des couleurs. Qu'est-ce que ça véhicule le C'est ça. rouge? Alors ça dépend quelle utilisation en fait. C'est vrai que par exemple sur un logo en général, ça va être tout ce qui est intensité, la passion, tout ça. On va retrouver souvent des marques avec un peu de peps. Et, euh, et sinon, la plupart du temps, le rouge, on l'utilise dans les messages d'erreur, dans les animations, ou par exemple quand on a une mauvaise réponse, c'est souvent quelque chose de rouge qu'on va afficher. Mhm. C'est pour ça que souvent quand on a une question et qu'on a le choix entre oui et non, oui est en vert, non est en rouge. La plupart du temps, oui, c'est pour ça. D'accord. Donc là, la proposition, voilà, deuxième version. Là, on a amélioré le- l'affichage. Je rebondis sur ce que tu as dit. Le titre est plus gros, plus clair. L'image est plus visible. Là, on nous explique simplement ce qu'on doit écrire et le bouton a changé de couleur et il est plus facile à voir. Donc ça, c'est pareil. Oui, voilà, c'est ça. On va tout simplement. On a deux choix ici pour ce quiz-là. Soit on reproduit le même schéma qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire une question simple dans laquelle on vient choisir mauvais choix et bon choix. Et là, pareil, on aurait donc, un quiz rapide pour l'apprenant. Soit on peut aller un petit peu plus loin, et c'est quelque chose qu'on va reproduire beaucoup dans ces quiz de certification, qui est trouver les erreurs sur cette image. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite sur cette image-là, mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'on va reproduire. Voilà pour le premier point qui était l'alignement, l'accentuation. Je vérifie qu'on a tout. Voilà. Nickel. Très bien. Alors, accentuation, alignement, ça c'est les deux premiers points qu'on a vus, a priori. Tu avais d'autres choses que tu voulais dire par rapport à l'alignement et l'accentuation, Laura?
Non, parce que dans l'idée, je pense que les images ont plutôt retranscrit les points que je voulais aborder. Très bien. Si, bon, après, si je devais donner des petits conseils, c'est vrai qu'en général, quand on a beaucoup de texte, c'est plus sympa de choisir une justification à gauche ou ce genre de choses. C'est vrai que quand on centre le texte, c'est vite, ça fait vite des vagues et c'est un petit peu compliqué à lire. Quand on a beaucoup de texte, hein, quand on a que quelques lignes, le fait de centrer le texte, c'est pas un problème. Ok. Quand on met des puces, comme dans l'exemple d'avant, c'est vrai qu'aligner aussi c'est important parce que ben, ça évite de perturber la lecture, surtout quand on prend point par point. Mm. Et puis voilà, ces petits genres de choses, mettre le titre en avant, ou éventuellement changer avec la couleur du texte pour vraiment démarquer l'intérêt des deux. Intéressant, intéressant. Ça, c'est des choses que, là, je ne les note pas dans le cadre de cette certification, mais il se trouve que si j'avais eu à faire une formation sur le sujet, donc transmettre le savoir, eh bien, tous ces éléments-là, j'aurais pu les représenter sous forme de débriefing ou sous forme de remédiation immédiate dès lors que l'apprenant choisit une des réponses. On lui explique pourquoi c'est la bonne réponse s'il a bien choisi et éventuellement, on peut aller encore plus loin s'il s'est trompé pour s'assurer qu'il a bien compris les éléments clés de ce concept-là d'alignement. Alors, abordons un sujet qui est assez important aussi dans VTS Editor, qui est tout ce qui est optimisation et format de fichiers. Ici, on va l'appliquer précisément à VTS Editor. On a donc plusieurs choses à choisir dans, dans les différents formats, toute la connaissance qu'il y a sur ce sujet-là. Alors Laura, quel est le premier point qui te semble intéressant ici? Alors c'est vrai que pour tout ce qui est optimisation et format, en fait, le mieux c'est de privilégier en fait l'import d'images au maximum à la taille de votre écran. Donc c'est-à-dire au Mhm. maximum, l'image elle doit faire du HD. Et du coup, Du- si je dis pas de bêtises, ça doit être 1920 par 1080. Ouais, ouais, c'est le Et Full voilà. HD que vous avez sur vos télés. Alors là, c'est exactement ça que tu viens de mettre en évidence. Aujourd'hui, on est habitué quand on regarde la vidéo en streaming ou sur Internet, à avoir plein de gens qui nous vantent les vertus de la 4K pour du flux vidéo, pour des usages qui sont vraiment spécifiques à la vidéo. La 4K, c'est excellent parce que on a des télé nouvelle génération, on a peut-être la fibre, des choses comme ça qui nous permettent de le faire. Il se trouve que pour la formation, c'est pas exactement ça. On s'adresse à monsieur tout le monde, on s'adresse pas forcément à quelqu'un qui a la machine dernier cri ou la connexion internet la plus avancée. Donc on doit prendre ça en compte et l'un des éléments les plus importants, ça va être le format, la taille de vos médias. Là, par exemple, on voit que j'ai importé cette image, elle fait cette taille-là et pas plus, ce qui est bien. Et vous allez probablement avoir des informations importantes dans toutes les images que vous allez avoir dans le gestionnaire d'images de VTS Editor. Donc là, par exemple, je donne un exemple de quelque chose qu'on va aborder tout à l'heure. L'image, elle est en 1920 par 1080, exactement comme tu disais, Laura. Ça va avoir directement un impact sur sa taille et le type d'image peut aussi être intéressant puisque tous les types d'images ne sont pas acceptés par VTS Editor. Je donne un autre exemple, celui-ci, c'est un pop-up, il n'a pas besoin de faire tout l'écran. Donc sa taille est légèrement plus petite que celle de l'image de fond de tout à l'heure. Qui est d'ailleurs, ça c'est juste une illustration, on n'utilisera pas exactement ça. Est-ce que c'est ça que tu avais en tête, Laura? Oui, oui, voilà, c'est ça en fait, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de sortir les images à chaque fois au plus grand. Par exemple, bah là, les petits pop-up qu'on a vus, je les ai sortis à la taille qu'elles font. J'ai pas rajouté tout l'espace vide autour pour qu'elles Mhm. prennent tout l'écran parce qu'on n'en a pas besoin. Si j'avais fait un bouton, j'aurais fait encore plus petit. En fait, il faut se dire que plus on sort Ça fait d'images grandes, plus les images seront lourdes, et donc plus les images seront lourdes, plus le module sera lourd et donc un peu plus lent à s'ouvrir. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est important aussi de savoir quand est-ce qu'il faut sortir ces images en un peu plus petit. Mhm. Tout à fait. Alors, pour moi, il y aurait donc au moins deux questions, peut-être plus, tu me diras. Une première question sur quel type de formats sont acceptés par VTS Editor. Donc, Mhm. et, et, et puis, on peut même préciser pour quel usage. Donc, je te donnerai une question toute simple, mais qui est extrêmement importante. Ce serait par exemple, quel format dois-je utiliser lorsque je souhaite
avoir de la transparence dans mon image. Oui, tout à fait. C'est vrai que parfois on peut se retrouver à exporter une image et puis à ne pas comprendre pourquoi on a un fond blanc alors qu'on n'en veut pas. Surtout Alors, qu'il n'en existe pas dans notre fichier. G, GIF pour citer les plus communs. Alors, je peux même mettre BMP, alors là, pour le coup, c'est vieux comme le monde. Alors, quelle est la bonne réponse? Pour avoir de la transparence, du coup, il vaut mieux utiliser un PNG. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est commun à pas mal de logiciels. Dans VT Editor, ça l'est tout à fait. Dès lors que vous avez de la transparence, c'est-à-dire soit c'est transparent à 100%, soit qu'il y a une notion, entre guillemets, d'alpha, de- comment dire, une transparence qui est pas à 100%, mais un petit peu de transparence, on voit à travers, c'est que vous avez finalement affaire à un fichier qui est un fichier PNG. Si vous êtes dans un logiciel de retouche d'image et que vous faites un export d'une image que vous venez de modifier, si vous voulez que cette image intègre de la transparence, vous utilisez un fichier PNG. Le JPEG, les GIF, les PNP sont d'autres formats. Quels sont les usages des différents formats, Laura, selon toi? Alors pour le coup, alors moi je préfère importer des PNG du coup à chaque fois, donc j'utilise de la transparence ou de la semi-transparence. Mhm, Les JPEG en général, je vais plus les importer quand je prends des images de fond par exemple, mhm, parce que à partir du moment en fait où j'ai pas besoin de transparence, je vais exporter un JPEG qui sera moins lourd que le PNG. mhm. Le GIF, je m'en sers pour les images animées. D'accord. Uniquement pour Donc en les fait, images animées, ouais. oui, c'est ça. En fait, à partir du moment où, par exemple, j'ai une petite succession d'images, par exemple, je veux faire clignoter un petit pictogramme sur un fond, ben, c'est un GIF que je vais exporter si je décide de le faire moi-même à côté. Mhm. Alors, il faut savoir Et aussi après, que pour toutes ces images, on peut tout à fait récupérer plein d'images sur des banques d'images et les importer dans VTS Editor. c'est ça. Alors après, sur les banques d'images, souvent, les images sont très très grandes. Par exemple, quand on récupère un fond de restaurant, par exemple, souvent si on prend l'image haute qualité, elle va être très très grande. Donc c'est vrai que si on peut la réimporter, enfin Mhm. la réenregistrer avec le format 1920 par 1080, c'est toujours conseillé. Tout à fait, tout à fait. Et le BMP, alors je l'ai mis exprès, hein, aujourd'hui c'est plus un format qui est utilisé, c'est un format qui existait par le passé. Et c'est ce que j'allais dire justement, j'utilise pas le BMP. Exactement. C'est l'un des premiers formats d'image et aujourd'hui il est complètement dépassé, il est super gros et VTS Editor ne le supporte même pas. Voilà. Donc c'est une erreur exprès que j'ai mise ici. Alors là, vous voyez que j'ai donc positionné quatre éléments. La bonne solution, je l'ai mise en haut. Ce ne sera pas le cas pour l'apprenant parce qu'on a mis l'option mélanger les choix. Voilà. Donc, première question qui est posée. Et alors je vais juste changer un élément, je vais mettre le type de sortie unique pour qu'on passe obligatoirement là-dessus, peu importe si on a bon ou faux. Et on avait une deuxième question qui n'est pas cette fois-ci sur la transparence, mais sur euh, alors, on peut potentiellement. Tu m'avais parlé comment dire, des choix d'export d'images numériques pour ce qui est des couleurs. Oui, effectivement, c'est vrai que comme on va travailler sur une version web, on va dire, enfin une version numérique, c'est vrai qu'on privilégie l'export RVB. Mhm. Alors, tu peux nous parler Euh, un petit peu de cet export? Qu'est-ce qu'il a de spécial? En fait, c'est plus à la gestion des couleurs. En fait, c'est tout simple, le RVB, donc c'est les trois couleurs, enfin les couleurs rouge, vert, bleu, en fait. Et après, on a le format CMJN, donc Mhm. question magenta, jaune, noir, qui Ouais. lui on va dire, réservé, entre guillemets, à l'impression. En fait, c'est juste la gestion des couleurs et au niveau de l'enregistrement. Mhm. Et c'est vrai que quand on va faire des images en CMJN, ben, à l'écran, ça va peut-être paraître un peu plus fade. Et D'accord. inversement, si on fait du RVB pour imprimer, eh bien, on va peut-être avoir un espèce de petit filtre marron, on va dire. Ça m'est D'accord. déjà déjà arrivé d'imprimer du RVB sans faire exprès Ah oui, et tout alors était un peu marron. tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui peut arriver si vous travaillez avec des partenaires qui font des visuels pour vous, ou vous allez récupérer des images sur des banques d'images. Il est possible que les images que vous récupériez soient faites pour de l'impression, donc le CMJN est fait pour ça, plutôt que
une utilisation numérique. Si par exemple vous avez dans votre entreprise un service communication qui travaille habituellement pour faire des plaquettes qui sont imprimées et distribuées, eh bien eux ils vont travailler très souvent en CMJN. Ou vous envoyez des fichiers qui sont comme ça, parce qu'ils sont habitués à travailler comme ça. Il faut être vigilant, parce que les couleurs vont être potentiellement dénaturées dans VTS Editor, puisque ce n'est pas de l'impression, c'est un usage numérique. C'est ça. Bon, après, la différence se voit plus quand on imprime du RVB que quand on utilise du CMJN dans les logiciels. C'est juste que souvent, si je dis pas de bêtises, le CMJN est un peu plus lourd que le RVB, Ok, parce d'accord. qu'il gère plus de couleurs. Donc il y a une question, donc, certes de pertinence, qui ne se voit pas forcément à l'œil nu pour nous humains, sauf quand on imprime, mais c'est surtout que le CMJN va être plus lourd que le RVB. Et puis on est toujours dans un souci d'optimisation, donc si on peut mieux faire, on fait mieux. C'est ça. Exactement. Donc ça c'est le sujet optimisation format. On a deux questions qu'on vient de traiter, et je voulais on a mentionné un troisième élément dans l'optimisation de format qui est la taille des images. Ça peut être intéressant de, de- d'avoir un autre type de questions posées, parce que là on a vu qu'on avait que des choix uniques, mais on peut également avoir des quiz dont euh, plusieurs réponses sont bonnes. Donc tu me disais, pour ce qui est de la taille des images qu'on importe dans VTS Editor, tu vas avoir Mhm. des tailles maximales qui va être 1920 par 1080, mais que également et idéalement la taille doit être celle nécessaire le euh, pour l'utilisation de l'objet. Donc, Oui, voilà, c'est ça. la question Disons que je qu'un poserais, petit bouton validé n'a pas forcément besoin de faire 1920 par 1080 à sa sortie. ouais, donc, ça peut être la réponse mauvaise par excellence, ça va être la plus grande possible. C'est ça. Ce qui potentiellement, en fait, quand on est habitué à travailler avec des images prototypales qu'on peut retrouver sur le net directement en faisant une recherche, on, on va télécharger des images et très souvent elles seront de mauvaise qualité. Ça nous donne finalement des mauvais réflexes de se dire ah oui, je veux des images les plus belles possibles. En réalité, il y a des limites à ça parce que une image qui va rendre bien, déjà si elle est en 920 par 1080, c'est déjà excellent. Le Full HD sur les ordinateurs et même sur les smartphones, c'est ce qu'on voit, c'est très beau déjà. Au-delà, c'est quand vous allez avoir un écran de télé super grand ou des machines ultra dernier cri qui ne sont pas des machines grand public. Et donc, la taille nécessaire à l'utilisation. Et finalement, là, les deux bonnes réponses, c'est ça et ça. C'est ça. Et d'ailleurs, on nous pose une question intéressante sur le fait de savoir si le PDF est plus ou moins accepté par VTS. Mhm. Oui, tout à fait. Euh, Il y a, alors, tu peux répondre si tu as la réponse, Laura. Je continue. Moi, il me semble que oui, le PDF est accepté. Après, c'est vrai que plus il y aura de pages dans le PDF, plus il sera lourd. Mhm. Et donc, plus il sera lourd, plus il mettra de temps à charger. Tout à fait. Et il y a une utilisation un peu spécifique du PDF, c'est qu'on ne va pas. Enfin, BTS accepte le PDF, mais on a choisi de ne laisser le PDF utilisable que dans l'inventaire et pas dans tous les emplacements dans lesquels on peut mettre des images. Donc Mais justement, la question était sur le fait que dans l'inventaire, parfois, il mettait un petit peu de temps à s'afficher. voilà, exactement. Ça va être directement lié à sa taille. Et les mêmes questions de format et pas de format parce qu'on reste sur du PDF, mais de qualité du PDF s'appliquent également à l'import. On a tous eu le cas d'avoir des PDF qui font des tailles gigantesques comme 300 mégaoctets pour un PDF, c'est possible parce que la qualité de la sauvegarde du PDF joue également. Donc ça, il faudra demander à C'est celui ça. qui vous a fait le PDF de s'assurer qu'il n'est pas mis tout au maximum parce que c'est pas nécessaire. Il y a un enregistrement particulier pour le PDF, justement, où on peut enregistrer un PDF pour le web, Mhm. qui permet de réduire, par exemple, la qualité des images du PDF et de l'alléger. Oui. Donc ça, pour votre information à l'audience, si vous travaillerez très souvent avec la suite Microsoft Office, vous pouvez exporter des PDF depuis Word, par exemple, et il y a une option
exporter pour le web. Et ça sera tout de suite plus léger et vous ne verrez quasiment jamais de différence de qualité. Donc pareil, donc là j'ai mis un choix multiple, j'ai mélangé les choix et j'ai laissé le score même si je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Et donc passer à la suite. Nous avons traité le point optimisation et format. Alors je voulais aborder avec toi le sujet de la cohérence graphique. Alors, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant. Tu as pas mal de choses à dire peut-être sur ce sujet de cohérence graphique. C'est quoi? C'est C'est plutôt ça. des bonnes pratiques? C'est... Euh, c'est plus des bonnes pratiques, effectivement. Parce qu'en fait, la cohérence graphique, ça va être. Je vais donner un exemple tout bête, mais au début de mon module, je décide de mettre des petites fenêtres d'information qui sont sur fond blanc et où j'écris en bleu dessus, par exemple. Mhm. Eh bien, ça, c'est quelque chose que je dois me souvenir et de pouvoir le mettre tout au long de mon module pour les mêmes types de blocs, en fait. Mhm. Si à chaque fois je décide que mes blocs messages qui ont un message neutre à afficher doivent être, enfin, sont sur fond blanc avec une écriture bleue, c'est quelque chose que je vais faire tout au long de mon expérience afin d'avoir cette cohérence. Tout à fait, Si je tout à fait. décide que mes messages d'erreur sont écrits en rouge, eh bien, tout du long, il va falloir que je fasse en sorte que mes messages d'erreur soient écrits en rouge. Parce que si tout d'un coup mes messages d'erreur passent en bleu ou en noir, eh ben, ça va vite perdre l'apprenant qui ne va pas forcément recevoir le message comme il aurait dû être Mhm. reçu. Oui, Et ça perturbe plus qu'autre chose. tout à fait. En fait, c'est assez perturbant pour nous si on n'est pas habitué à traiter ce point graphique. Mais l'immersion passe également par le fait que on n'est pas choqué par ce que l'on voit. Voilà, on est choqué dans l'histoire, mais c'est l'histoire qui nous, ça va être une affaire de suspense et pas de, de rupture. Et donc, l'un des points importants, vous allez voir dans VTS Editor, sur l'écran d'accueil, vous pouvez choisir toutes les couleurs. Et bien, ces couleurs, si vous choisissez une palette de couleurs, toutes les fenêtres de BTS Editor vont avoir ces couleurs-là. Et donc, ce que vous utilisez en plus comme illustration doit aussi respecter cette, on va dire, cette charte graphique. C'est ça. Voilà, c'est en fait, c'est en bonne pratique, moi ce que je pourrais conseiller, c'est de le noter quelque part ou de faire des captures d'écran et puis se faire Mhm. une petite liste de, par exemple, bon, bah, mes blocs informatifs ont ces couleurs-là, mes blocs erreurs ont ces couleurs-là, mes boutons ressemblent à ça et de toujours penser en fait à garder cette cohérence et garder ces images en tête. Ok. Alors, si tu devais résumer à une, deux ou trois bonnes pratiques, tu dirais quoi? Moi, je dirais. Alors, attends, du coup, ta question, c'est que dois-je respecter en termes de cohérence graphique? Je dirais donc, du coup, bah, charter ses couleurs. Donc, en fait, établir une palette de couleurs Voilà. Et s'y tenir. et s'y tenir surtout. Euh, On pourrait mhm, parler aussi de la taille des typos, en fait, ce qu'on a mhm. pu voir au tout début dans le fait de mettre les titres en grand avec une autre couleur et puis le texte explicatif en plus petit et une couleur qui diffère du titre. Ok, donc c'est quoi? Il faudrait limiter les différences de taille Euh, de typo? c'est ça, tout à fait. C'est vrai que ça Limite, aussi, c'est important de ne pas en avoir trop de différentes parce qu'après, c'est vrai que ça devient vite compliqué à lire quand on se retrouve avec plein de tailles différentes. tout à fait. Et peut-être un élément quantifié sur la palette de couleurs, un nombre Oui, limite c'est ça. de couleurs. Tu dirais quoi, toi, Oui. de ton expérience? Euh, Combien de couleurs il faudrait en moyenne euh, avoir? En général, moi, je choisis une couleur primaire, une couleur secondaire, une couleur de fond. Donc, on va dire trois couleurs. Je dirais trois couleurs. Et puis après, les autres, c'est des couleurs type standard, comme le vert pour les bonnes réponses, le rouge pour les mauvaises réponses. Ça compte pas vraiment. Oui, donc c'est trois couleurs principales, et après éventuellement tu peux faire des petites variations par petites C'est touches. ça. C'est un petit peu comme quand on décore un intérieur, on a des grandes couleurs, et après par petites touches on peut C'est faire des ça. choses en plus. Ok, et qu'est-ce qui est bon, parce que là, l'idée c'est que les trois choix que je viens de mettre sont tous les trois bons. On pourrait, donc, je vais le mettre en multisélection, donc après on va devoir choisir ces trois-là, et, et les trois sont bons. Potentiellement, est-ce qu'il y a des erreurs que tu observes souvent? Alors souvent, ça va être tout bête, mais ça va être le fait, par exemple, d'utiliser les mêmes formes pour des choses complètement différentes. Par exemple, des fois, on va faire des petits boutons de validation
Et en fait, on va utiliser les mêmes pour annuler. Et c'est vrai que ça peut vite être compliqué parce que quand on voit deux boutons exactement pareils, on fait pas forcément attention. Si par exemple tout le long de l'expérience, le bouton c'était validé, 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 et que tout d'un coup c'est annulé, et qu'il Oui, a la même tête, tout à fait. Alors ça, c'est parfait parce que c'est exactement ça que je voulais illustrer ici. Quand on fait des propositions dans lesquelles on a une multisélection, il faut que les choix qui sont mauvais soient toujours plausibles. Et quand on le lit comme ça, utiliser les mêmes formes pour différents éléments, ça donne l'impression qu'on veut finalement gagner du temps, gagner de la cohérence, alors qu'en fait, c'est extrêmement dangereux pour la fluidité et la compréhension de l'apprenant. Si tout a la même tête, eh bien, il ne sait plus s'y retrouver. C'est pareil si vous faites une formation qui dure 1 heure et qu'elle est découpée en 6 séquences pédagogiques, mais que ces 6 séquences pédagogiques traitant de sujets différents ont la même forme, l'apprenant il n'aura aucun moyen de s'y repérer et il apprendra rien, il ne retiendra rien parce qu'il ne pourra pas les différencier. Là c'est pareil, s'il est habitué à ce que le bouton valider, comme tu disais Laura, ait cette forme-là, si vous l'utilisez pour un bouton annuler ou pour un bouton revenir au départ après, potentiellement il va même pas lire le texte, il va cliquer dessus en se disant ok ça je valide, je passe à la suite, et en fait ça va tout casser. et voilà, parce que c'est tout bête, le cerveau, il va avoir associé deux, trois fois, bon bah ça c'est pour passer à l'étape suivante, et puis c'est vrai que souvent on oublie de lire quand on a pris l'habitude d'avoir une action sur un bouton spécifique. Tout à fait. Alors là je viens d'ajouter des scores pour stipuler justement que ces trois-là sont bonnes et celle-ci est mauvaise. Alors c'est temporaire, mais ça fonctionnerait déjà si on voudrait calculer des scores totaux. Alors pour la cohérence graphique, c'est bon. On peut aborder ce point intéressant qui était la signification des couleurs. Tout à l'heure, tu nous as un petit peu parlé du sujet. On a d'autres exemples d'utilisation de couleurs. Voilà, pour le coup, j'ai envie, alors je vais l'illustrer auprès des personnes qui nous voient pour qu'on en parle un petit peu. Mais les questions qu'on va poser à nos apprenants vont être très simples. Je vais prendre l'illustration. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Laura, sur ces couleurs? Oui, alors ça, pour le coup, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, hein. Tout à Mais fait. voilà, en fait, c'est juste pour. En fait, ça permet de classifier un peu les différentes couleurs par rapport avec des exemples de Mhm. marques, en fait. Et c'est vrai que souvent, on se rend compte que bah, les couleurs n'ont pas été choisies au hasard Mhm. et que c'était pour faire ressortir un message en particulier. Comme on peut voir sur cette image, du coup, on voit que bah, souvent le noir, c'est utilisé donc, pour tout ce qui est élégant, simple, le luxe, ce genre de choses. Mhm. Et que, comme je disais tout à l'heure, bah, le rouge, c'était les marques un peu plus intenses, comme bah, tout ce qui est boissons énergisantes, soda. Tout à fait. Ça va aussi avec les valeurs que l'entreprise souhaite véhiculer. C'est ça, c'est ça. Mais par exemple, bah, le bleu que nous on utilise, c'est vrai que bah, voilà, il y a la transmission de savoir, la confiance, la sécurité. Comme on peut voir, Tout bah, à c'est des fait. couleurs. Enfin, voilà, la couleur est importante. Et c'est vrai que par exemple, quand on va faire bah là, je prends l'exemple du verre. Si on veut faire un module sur l'écologie, on va pas tout charter notre truc en En rouge, orange, rouge et rouge, noir. parce que c'est pas forcément, ouais, pas là, rouge et noir, c'est pas forcément le message qu'on veut faire passer. Tout à fait. Ok, ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que en termes de cohérence, c'est plutôt une question d'identité générale de ce qu'on réalise en tant Oui, qu'entreprise et, voilà, c'est ça. et sur le sujet. Ok. Oui. Ouais. Ok. Alors là, du coup, on va pas faire dans une validation. Je vais pas demander une synthèse de connaissances comme on pourrait l'avoir dans le milieu éducatif, même si ça, c'est des choses qui seront envisageables dans un second temps. Là, je vais poser des questions simples qui seront le rouge, ça correspond à quoi, par exemple? Et en fait, c'est même chose. Tout réside dans le fait de poser la bonne question. Quelles sont les valeurs correspondant à la couleur rouge? Et Laura, quelles sont donc ces valeurs? Bah, du coup, la couleur rouge, on pourrait mettre. Tu fais quoi? Je te fais trois choix. Ouais, trois, tout à fait. Alors, du coup, donc, on pourrait mettre, donc, comme dit l'image, intensité, passion. On pourrait mettre l'optimisme et la bonne humeur. Et santé nature. Voilà. Et la bonne réponse est évidemment la première. C'est ça. Et les autres sont mauvaises. Là, on a un choix unique. Si l'apprenant se trompe, il n'a pas les points.
Boum. Alors, je vais pareil, je vais le mettre en sortie unique, puisque je veux simplement comptabiliser les scores. Signification des couleurs, c'est bon. On a encore un petit peu de temps. Alors, je vais regarder la typographie pour la fin. Je voudrais d'abord réaliser un mini-jeu sur l'affichage d'éléments. On en avait parlé un petit peu en amont, Laura. L'affichage d'éléments, ça peut être quelque chose qui est intéressant à utiliser. Je vais illustrer ça tout de suite avec une image. Si on prend par exemple, voilà, je le reprenne, c'est plutôt mauvais. Voilà, si on prend par exemple cette illustration, on est dans une situation de vente dans du retail. Ça, si vous avez suivi un peu Cyrus Factory récemment, on a fait une communication sur le sujet. J'aurais utilisé allègrement des choses qu'on a faites. Et là, l'idée c'est de calculer finalement des, des, des prix qui seront ensuite affichés ici. Et l'apprenant va devoir interagir avec la calculatrice qui est sur la droite. Ou le code. Ah non, on est en train de payer, pardon. Donc, Mais voilà, c'est ça en fait. On a un montant qui s'affiche et en fait, on doit rentrer le montant pour pouvoir que le client paye. exactement. Et là, en fait, qu'est-ce que tu as à dire sur l'image que je suis en train de montrer, Laura? Alors là, par exemple, en fait, c'est plus le fait que la borne de paiement, en fait, le terminal, pardon, Mhm. est assez important à l'image. Alors c'est vrai que même si effectivement c'est le centre de l'attention, parce que c'est là où on veut taper le code, Mhm. faut se dire que c'est pas forcément parce que l'image sera plus grosse qu'elle sera mieux comprise ou tout ça. Parfois c'est important aussi de réduire un peu les images pour que ce soit plus harmonieux dans le décor, parce que là par exemple le terminal de paiement cache un peu le client, Mhm. il est très 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 intrusif parce il est vraiment très gros, alors que un peu plus petit, là, tout de suite, ça pourrait un peu mieux servir parce que bon bah ça serait un peu plus proportionnel avec le reste de l'environnement. Les touches seraient toujours accessibles et ça ne réduirait en rien l'impact de ce qui est affiché. Ok. Et Alors, c'est juste que le fait que ce soit trop gros oui, oui, ce que je te peut casser un propose, peu l'image. ce que je propose ici, c'est qu'on fasse un mini-jeu tout simple où l'apprenant va devoir choisir les tailles des différents éléments, donc des deux éléments, Mhm. gauche et à droite, et en fonction de si la taille est bonne ou mauvaise, on lui donnera des points. Oui, c'est une bonne idée. Alors, comment on va réaliser ça? On va réaliser ça en zone cliquable directement, et on va utiliser les zones cliquables pour reproduire l'image que vous venez de voir. Donc, je vais commencer par mettre un fond d'écran. Alors, j'ai récupéré une image qui peut me servir de fond d'écran. Je ne vais pas reproduire le personnage présent derrière le comptoir, c'est pas très grave ici. Donc ça, c'est juste mon fond d'écran. Le fond d'écran sera non cliquable et par-dessus ça, je vais venir positionner donc, mon terminal de paiement. Terminal de paiement, j'ai l'image séparée ici. Elle est plus ou moins grande, hein, ça va être ça l'idée. C'est que là, j'en ai un tout petit, enfin, évidemment un peu trop petit d'ailleurs. Je vais le mettre comme ça et ce que je vais vouloir faire, c'est qu'en cliquant dessus, l'apprenant va faire changer la taille du terminal. Donc il pourra cliquer sur le terminal, il pourra également cliquer sur le prix. Donc, je vais ajouter le prix. Voilà, ça c'est pareil. Et une fois qu'il aura terminé, je vais lui demander de cliquer sur un bouton. Là, je vais mettre en bas de l'écran. Alors là, de façon prototypale, je vais juste mettre un texte validé, peut-être éventuellement sur un fond. Ce qui va nous intéresser ici dans la création de ce mini-jeu, c'est simplement la taille de cet élément-là et de cet élément-là. Et je vais rajouter en plus de ça une consigne de façon à ce que l'apprenant sache ce qu'il doit faire. Donc, sur les éléments en afin de déterminer pareil, je vais faire ça. Alors, si tu as des conseils sur où positionner les consignes, les boutons de validation, tu es bienvenu. C'est vrai que souvent les boutons de validation, moi j'ai tendance à les mettre bah, où est-ce que tu l'as mis en fait, en bas à droite. Parce que souvent comme c'est la dernière action qu'on va faire, c'est la dernière chose qu'on va lire.
Et après, pour les consignes, effectivement, la mettre en haut, parce que c'est censé être la première chose qu'on lit. Donc, on va dire, bêtement, on va commencer de haut en bas. Donc, Mhm. c'est je lis la consigne, je réalise mon exercice, et ensuite je valide. Tout à fait. Alors, comment est-ce que va fonctionner ce mini-jeu-là? Je vais le faire de façon toute simple. C'est qu'en fait, je vais multiplier par 3 ces images. On va avoir un prix au départ qui va être petit, on va avoir un prix moyen, on va avoir un troisième qui va être encore un peu plus élevé, qui va être grand, et le moyen, je vais l'augmenter un petit peu, le grand, je vais l'augmenter encore plus. Pour le moment, ils sont tous les trois visibles. Il y en a évidemment, on est trop grand. Ici, c'est logique. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir la bonne dimension. Pour le terminal, ça va être la même chose. Je vais en fait... Quelle est la bonne taille ici pour le terminal, Laura? Dis-moi. Bah, alors, du coup, moi, je dirais encore un peu plus gros, Comme encore ça? un petit peu, Encore un peu. encore un peu. Parce qu'après, alors aussi, c'est vrai que c'est important de toujours avoir en connaissance sur Oui. quel support en fait va être déployé le module. Mhm. Là, par exemple, on va dire qu'on le fait sur ordinateur. Donc c'est vrai Ouais. qu'on peut se permettre de le faire un peu plus petit. Sur Donc smartphone, tu voilà, l'aurais vu je comme dirais à peu ça? près comme ça. Ok. Voilà, sur smartphone. Après, alors pareil, il faut toujours, ça c'est un conseil que je donnerais, faut pas hésiter à tester plusieurs fois et à revoir justement sur comment ça rend, parce que c'est vrai que de temps en temps, on va tendance à se dire, bon bah c'est bon, ça passe, puis après on regarde sur le mobile et en fait on se rend compte que c'est trop petit. Et que même plus grand, ça serait pas forcément utile. Alors dans ces conditions, on pourrait peut-être changer un petit peu le design pour l'adapter. Ouais, changer C'est le vrai que mode c'est de toujours jeu, important de etc. savoir sur quel support ça va être diffusé. C'est vrai qu'il y a des types de jeux qui fonctionnent sur certains supports, mais pas sur tous. Voilà, là j'ai fait 3 versions pareilles de mon terminal, petit, moyen, grand. Et ce que je vais faire à chaque fois maintenant, c'est que je vais créer une variable pour passer de l'un à l'autre, pour qu'ils ne soient pas tous possibles en même temps. En réalité, je pourrais me simplifier la vie en termes de sortie en rendant aucun des trois applicable à chaque fois, mais en créant tout simplement des modifier prix, des boutons transparents qui me serviront à changer la taille des éléments. On va mettre un sur la gauche, modifier prix, et un sur la droite, ici. Et ce que je vais vouloir faire, c'est donc faire en sorte que on fasse varier le, la taille du prix et la taille du terminal, pardon, à chaque fois. Donc pour ça, je vais utiliser une variable pour chacun de ces éléments. Donc, terminal, je vais commencer à 1, taille prix, je vais commencer à 1 également. Et ce que je vais faire, c'est que quand on clique sur modifier le prix, ça va augmenter. Bien, 1. Mais j'aimerais que ça reste quand même entre 1, 2 et 3, puisque je vais les lier aux 3 images. Je vais le faire juste après, parce que je vais d'abord faire la même chose pour le terminal. Voilà. Par défaut, ça va déjà augmenter, et je vais vouloir que ce soit limité euh, à, à 1, 2 ou 3. Donc en réalité, au reste de la division euclidienne par 4. Donc ça c'est un peu technique, mais si ça vous intéresse, c'est comme ça que ça se fait. Donc là, je donne le reste de la division euclidienne par 4. Et je vais faire la même chose ici. Comme ça sera forcément limité à 1, 2, à 0, 1, 2, 3 degrés. C'est une erreur de ma part. On va commencer à... Non, je vais faire... Ok. Pardon, excusez-moi. Petite erreur de manipulation. Par 3 et je vais commencer à 0.
ça va être égal à 0, 1 ou 2. Et une fois qu'on a modifié tout ça, on va venir retourner pour rafficher à nouveau tous ces éléments. Alors, souvent, dans votre conception, vous allez voir que vous avez un mini-jeu qui prend un peu plus d'espace que les autres. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir le grouper. Là-dedans, je vais avoir mon mini-jeu. Et il est ici à l'intérieur. Alors on voit qu'il n'y a que le mini-jeu. Donc ce qui m'intéresse, c'est ensuite valider. Pour terminer ce mini-jeu, la dernière chose à faire ici, c'est de lier la taille du terminal et la taille du prix aux images qui sont affichées. Donc je vais donc positionner des conditions. Le prix ici est égal à 0, que ce soit affiché. Le moyen, il doit être égal à 1. Et pour le grand, il doit être égal à 2. Pour le terminal, c'est pareil. C'est la taille du terminal doit être égal à 1. C'est vrai que je vais faire au début. Le moyen, c'est la taille du terminal doit être égal à 1. Et pour le grand, c'est la taille du terminal doit être égal à 2. Alors on va tester tout de suite si notre mini-jeu fonctionne. Normalement, quand on cliquera à gauche ou à droite, alors je vais tout afficher d'un coup, mais pas obligé. Alors on voit que ça fonctionne, même si ça donne un petit effet de disparition et de réapparition. Ça, je viens de le corriger tout de suite. C'est l'option effacer les zones de premier clic. Je peux supprimer et je vais même rajouter un temps d'animation de 0,5 secondes pour que ce soit fluide. Et là, le mini-jeu est terminé. En cliquant ici, ça change de taille et ça reprend bien. Et là, c'est pareil. Quelque chose qui fonctionne. Une fois que j'ai terminé, je peux valider. Alors, le dernier point que je voulais aborder pour cette session, c'était, alors la typographie, ça aurait été intéressant, mais on va manquer un petit peu de temps pour la traiter. C'était comment est-ce qu'on va gérer le score de tous ces éléments présents à l'écran. Et en fait, c'est très simple. Quand vous faites une validation, très souvent, vous avez un score, une compétence que vous voulez évaluer. Si vous en avez plusieurs, ça va fonctionner pareil, vous pouvez le multiplier. La compétence que vous voulez évaluer, elle est ici dans VTS Editor. Moi, par défaut, c'est un score. Ça, c'est ce qui serait remonté dans VTS Perform ou dans un LMS, déployé sur un LMS. Chaque message, chaque quiz, chaque question va avoir un score qui peut être attribué. Et donc là, par exemple, la bonne réponse, je vais lui attribuer 1 point, ou même 2 points si je veux, que la bonne réponse donne lieu à 2 points. Ici, c'est pareil, je pourrais faire que la bonne réponse donne 2 points. Donc ça me fait 2 et 2, 4 au total. Ici, la bonne réponse, c'est le PNG. Pareil, je vais mettre 2 points. 2, 4, 6. RVB, je vais mettre pareil, 2 points. 6, 8. La plus grande possible, etc. Ça, ce sont les 3. Non, les 2 bons choix ici. Donc, la pratique, je vais mettre là. Je vais mettre 1 point et 1 point, comme ça. Le score total, est maximal quand on a les 2 bonnes réponses seulement. On pourrait tout à fait choisir d'avoir que les mauvaises réponses retirent des points, et ça, c'est vous qui en êtes totalement libre. Ça ici, pour la cohérence graphique, j'ai déjà mis 3 points ici au total, et en situation, j'ai mis 1 point ici, je vais mettre 2 points, ça sera cohérent par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Pour mon mini-jeu, c'est légèrement différent parce que ce qui détermine si je gagne des points ou pas, c'est le fait que la taille soit la bonne, et ici la bonne taille, c'était, je crois, pour le terminal, potentiellement, c'est le grand, mais peut-être un peu plus petit. Voilà, comme ça. Donc le grand, donc une taille du prix, pardon, qui est égale à 2. Et pour la taille du terminal, ça va être finalement le plus petit d'entre eux, donc la taille du terminal qui est égale à 0. La seule façon de gagner des points dans ce mini-jeu, c'est d'avoir à la fois une taille terminale égale à, c'est le plus petit d'entre eux, 0, et
taille prix égale à c'était plus grand de 2. Ça, c'est la seule condition qui me permet d'avoir des points dans ce mini-jeu. Je vais le faire tout de suite. Du coup, je vais donner des points avec le bloc score directement. 2 points si c'est bon. Et pas de points si c'est pas bon. Voilà comment j'ai donné des scores conditionnés à un mini-jeu. Ce total de scores, je vais l'obtenir à la fin de mon scénario directement. Alors, c'est sous forme de tableau. Je vais vous donner un exemple. Si je commence juste au plus 2, je vais avoir un récapitulatif de score qui est égal à 2 points. Je gagne 2 points, ça se termine, et j'ai un récapitulatif de score qui apparaît pour l'apprenant. Ça, c'est quelque chose qui, dans le cadre d'une validation, je vais vouloir supprimer. Je ne veux pas utiliser les statistiques, donc la chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans les options, ne pas afficher les statistiques, ne pas afficher non plus les scores en jeu, parce que c'est pas quelque chose que je veux que l'apprenant ait. Je veux simplement que ce soit remonté et qu'ensuite, moi, en tant que formateur, je sois capable de certifier ou non mon apprenant sur la base des scores qui ont été remontés dans les, dans les plateformes. Alors voilà pour aujourd'hui. Alors est-ce que vous avez particulièrement des questions sur ce sujet? Alors, on va regarder un petit peu les questions que les gens se posent avant de terminer la session. Alors, pas particulièrement. Si vous avez des questions sur l'utilisation des fonctionnalités qu'on a eues aujourd'hui, sur potentiellement également les différentes thématiques qu'on peut aborder avec VTS Editor. Sachez qu'aujourd'hui, on avait un rendez-vous d'experts qui était centré sur le fait de réaliser une certification, comment faire un quiz de validation dans VTS Editor. On peut l'appliquer sur toutes les thématiques possibles et vous aurez l'occasion lors de prochains rendez-vous d'experts de découvrir d'autres utilisations de VTS Editor dans d'autres thématiques. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé à celui-ci. Laura, je te remercie également. Merci à toi de m'avoir proposé d'y participer. Tout à fait. Je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Vous nous retrouverez mardi prochain sur une autre thématique. Cette fois-ci, on travaillera sur l'empathie dans le digital learning, comment véhiculer de l'empathie ou comment travailler l'empathie de vos apprenants. À la semaine prochaine et bonne journée.